Bonjour à tous, je suis le docteur en sciences Olivier Dufour. Désolé pour la qualité, le caractère un peu exceptionnel de la vidéo. J'ai des difficultés d'accès en ce moment à un logement stable, à l'électricité et à Internet. Donc la vidéo sera différente de d'habitude et j'aurai pas le loisir de citer aussi bien dans la description par des articles scientifiques parce que j'aurai pas les possibilités de faire autant de recherches que je le souhaite comme d'habitude sur Google Scholar par exemple. Aujourd'hui, je m'attaque aux propos que la docteure Audrey Dussutour a tenus dans une vidéo que je vous mets en source dans la description sous la vidéo. J'ai quelques notes parce que je vais essayer d'être concis. Donc, la docteure Dussutour est éthologue de formation. Elle est chercheuse au CNRS. Et donc, dans sa vidéo qui s'appelle « L'immortalité biologique, fiction ou réalité », je voudrais réagir à ce qu'elle a dit à 33 minutes 40 secondes, donc c'est-à-dire à la fin, une espèce de conclusion, notamment une slide en particulier où on voit côté gauche l'extrait d'un film sur les zombies avec une espèce de vague qui se multiplie de zombies, qui déborde tellement qu'elle réussit cette vague à passer des remparts. Et elle nous explique que de toute façon en 2120, nous serions 60 milliards. Et donc l'immortalité n'est pas souhaitable, enfin c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça qu'elle veut dire, que l'immortalité n'est pas souhaitable des humains parce que on serait en surpopulation. D'ailleurs, entre parenthèses, elle ne démontre aucunement en quoi 60 milliards ce serait une surpopulation pour la planète. Alors premièrement, déjà, elle ne détaille pas tellement comment elle arrive à ces chiffres de 60 milliards, parce qu'il faut savoir que la dynamique de population des pays du monde est très hétérogène. Il n'y a quasiment pas de même pays avec la même dynamique. Donc pour faire des prédictions, étant donné que même maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a pas deux pays avec la même dynamique, enfin, il y a vraiment des régimes, des dynamiques, il y a vraiment des taux de fécondité par femme, il y a vraiment des courbes de population, des courbes démographiques très différentes d'un pays à l'autre. C'est quand même très compliqué et il faut quand même garder un esprit critique. Deuxièmement, l'argument de s'angoisser sur l'impact écologique à devenir immortel, il est un non-sens parce qu'en fait, la reproduction humaine, c'est un lot de consolation pour les humains. C'est déjà une manière indirecte, mais pas si mauvaise que ça, d'accéder à l'immortalité. Puisqu'en fait, vous, en tant qu'être humain par défaut, vous n'êtes pas immortel. Par contre, l'humanité, donc vous êtes une petite étape, vous êtes un petit bâton dans la course de relais qu'est l'humanité. L'humanité, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, a été immortelle. Depuis, on va dire, au moins 100 000 ans. Donc, si demain, les gens ont accès à l'immortalité, il y a fort à parier que, dans une certaine mesure, ils se reproduiront encore moins que maintenant. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on remarque que dans les pays où on a un système de santé performant, les pays dans lesquels il est confortable de vivre parce qu'on a accès à l'énergie, à la ressource relativement facilement, dans ces pays-là, les gens se reproduisent de moins en moins. Alors pourquoi? Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est compliqué, ça mériterait un épisode dédié, je ne vais pas alourdir trop, mais c'est un fait. Donc déjà à notre époque, on s'aperçoit, on constate que avec l'augmentation de la richesse individuelle, les individus se reproduisent moins, les courbes de natalité se stabilisent, voire même diminuent. Du coup, je vous laisse entrevoir l'impact sur la reproduction qu'impliquerait d'être immortel. Parce qu'en fait, encore une fois, on fait des enfants en partie, dans une certaine mesure, parce que c'est une manière de pérenniser une partie de son propre soi. Donc quand on aura accès à l'immortalité, le transfert de conscience, la sauvegarde de votre mémoire pour au moins des siècles, on sera moins pressé de se reproduire, parce que se reproduire c'est très très exigeant. Prendre soin d'un enfant c'est très 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 exigeant. Ingrat, ça vous accapare une grande partie de votre énergie et de votre temps. Donc il y a fort à parier que plus les humains vont avoir le choix, plus ils vont pouvoir échapper à cette horloge biologique, notamment pour les femmes à cause de la ménopause, plus ils vont prendre leur temps. En plus, il me semble d'intérêt pour tout le monde de faire des enfants quand on a eu le temps de soi-même acquérir une certaine maturité en tant qu'individu, maturité qui n'apparaît pas avant au moins 25 ans. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui font des enfants avant 25 ans, un peu poussés par leur horloge biologique. Et donc, en luttant un petit peu contre cette fatalité biologique, fort à parier que si les humains pouvaient se reproduire plus tard, plus librement, avec moins de risques pour leur santé, ils le feraient déjà. Donc ça, c'était le deuxième argument, que c'est précisément parce qu'on va devenir immortel que ça va être intéressant d'un point de vue de la population. C'est précisément en étant immortel qu'on va ne pas atteindre la surpopulation. Et c'est précisément en restant mortel qu'on risque d'atteindre la surpopulation.
Troisième argument critique que j'adresse à la docteure Dussutour et à tous ceux qui pensent que l'immortalité pose immédiatement des problèmes écologiques, je pense que vous êtes manipulé, vous êtes aliéné, parce qu'en fait, c'est un paralogisme. Parce que nos problèmes écologiques, si problèmes écologiques il y a, dans la mesure de l'existence des problèmes écologiques actuels, il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'une histoire de ressources. Une partie non négligeable, voire même une partie très importante, voire peut-être la partie majoritaire de nos problèmes écologiques, viennent pas d'un problème d'accession à la ressource, mais d'un problème d'organisation. Et là, il faut lutter contre votre propre ego, parce que moi, quand je vous dis que nos problèmes écologiques viennent de notre organisation, votre ego se sent attaqué, parce que je suis en train de vous dire que, nous sommes mauvais. Or, s'il y a bien un truc que les humains n'aiment pas, c'est qu'on leur dise qu'ils sont nuls. Et en plus, donc je vous dis, on est tellement nuls qu'on est mal organisé. Et deuxièmement, on est tellement nuls qu'on n'a même pas conscience que nos problèmes viennent d'un manque d'organisation et pas un problème de ressources. Alors, à quoi se penche? Je vais vous donner des exemples concrets. Des millions de gens en France, l'eau du robinet chez eux, elle vient d'un aquifère karstique. Pas besoin de savoir ce que c'est. Grosso modo, elle est gorgée en ions magnésium, calcium, qui vont sédimenter dans tout le système qui véhicule les tuyaux en cuivre, les tuyaux en multicouches plastique. Tous ces systèmes qui véhiculent l'eau jusqu'à votre robinet chez vous, prenez l'exemple d'une résidence, d'un immeuble, nous avons un gros problème d'organisation parce que nous balançons une eau qui va sédimenter, qui va aller blinder le moindre raccord, le moindre virage, le moindre système de chasse d'eau, le moindre évier. Il va inexorablement, pour des millions d'individus en France, parce que pas toute l'eau consommée vient d'aquifères karstiques. Il y a d'autres sources d'eau où l'eau n'est pas gorgée en calcium et en magnésium. Et ben, c'est quand même assez atterrant qu'en 2020, il n'y a pas en France, ou dans le monde entier, une loi qui dise quand vous construisez un immeuble, en amont, pour éviter aux gens d'avoir à changer des robinets tous les X années, d'avoir des réparations, d'avoir des problèmes de fuite, d'avoir des problèmes d'obstruction, de faire venir des plombiers, et bien vous allez en amont du circuit installer des gros filtres qui retireront les ions calcaire et magnésium. Ça existe depuis belle lurette, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Et ça, c'est un exemple de problème d'organisation, de surconsommation de ressources, hein, parce que déjà, il faut entretenir les systèmes, les tuyaux en cuivre, les tuyaux en multicouches. Il faut détruire des cloisons, il faut détruire des dalles, parfois des dalles avec des fers à béton, et il faut faire venir les ouvriers, qui ne viennent pas en vélo. Hein. Les ouvriers, ils viennent en utilitaire. Donc tout ça, c'est consommé connement. Autre exemple, moi je démonte pas mal de lave-linge et de micro-ondes. Prenons l'exemple de micro-ondes. Les gens, pourquoi ils jettent un micro-ondes? Ben, il y a plein de gens qui jettent un micro-ondes parce qu'ils ont cassé le couvercle en verre. Vous savez, le couvercle en verre qui tourne. Alors, on peut trouver ça bête, mais en fait, ils ne sont pas complètement responsables parce qu'en fait, quand vous cherchez sur Internet, le prix d'un plateau en verre, cette assiette en verre toute bête, que vous ne pouvez pas si facilement remplacer par une assiette de vaisselle normale parce que le système de fixation n'est pas le même. Il faut 3 petits crochets au centre pour qu'elle puisse être entraînée par le moteur du plateau tournant qui est dessous la plaque en métal. Donc les gens jettent le micro-ondes parce qu'en fait ils n'ont pas la possibilité, pour des raisons commerciales, d'avoir accès à une pièce de rechange à un tarif correct. En fait, on jette des micro-ondes parce que les gens ils n'ont pas la possibilité d'accéder facilement à des plateaux de rechange en verre à un prix correct. Autre exemple, les micro-ondes se jetaient vous savez pas pourquoi? Pas parce qu'ils ne marchent pas. J'ai eu des cas où en fait, au bout d'un moment, le micro-ondes il est tellement encrassé, il est tellement sale. C'est vrai que les micro-ondes sont vraiment mal foutus, les micro-ondes d'entrée de gamme. Là encore, on pourrait imaginer que le législateur et l'État interviendraient en obligeant les constructeurs, en leur disant ça suffit maintenant, vous allez construire des micro-ondes qui sont faciles à nettoyer, parce qu'il est inacceptable que les gens, au bout d'un moment, au bout de 2-3 ans, se disent bon, je ne suis pas motivé à récurer ce système, cette cage bizarre qu'est le micro-ondes, je vais m'en racheter un autre parce que ça me coûtera 30, 40, 50 euros. Voilà, les gens font ce genre de calcul. Donc on pourrait économiser beaucoup en obligeant les constructeurs de micro-ondes à repenser les choses en incluant ça dans le cahier des charges. C'est encore pire dans les micro-ondes où il y a un grill, parce que pour nettoyer les projections qui vont se foutre partout dans les coins, moi je démonte moi-même un micro-ondes. Pour démonter un micro-ondes, déjà il faut des embouts Torx, c'est des connectiques supplémentaires, parfois c'est un achat.
que tout le monde n'a pas. Donc si vous ne l'avez pas, vous êtes encore moins motivé à nettoyer correctement votre micro-ondes pour le pérenniser. Et ensuite aussi, il y a le problème du condensateur. Parce que pour vous la faire courte, le magnétron auquel vous donnez une tension des électrons pour qu'il envoie des rayonnements qui vont faire chauffer votre nourriture, il faut monter très haut en voltage. Donc dans votre micro-ondes, il y a un transformateur qui déjà multiplie la tension des 230 volts. Il a fait monter à plusieurs milliers de volts. Et il y a aussi un condensateur dans l'histoire qui va aider à augmenter cette tension. Mais du coup, quand on démonte un micro-ondes, il faut le faire. Les professionnels, je vous mets un exemple dans la description sous la vidéo, il y a tout un process à respecter parce que le micro-ondes, il peut rester chargé pendant des semaines à plus de 100 volts. Et donc il y a quand même un risque pour la santé. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on balance des micro-ondes. Donc je disais ça pour illustrer qu'on peut encore faire des efforts pour faciliter la pérennisation des appareils électroménagers. Là, dans le cas du micro-ondes. Un lave-linge, pareil, j'ai trouvé des lave-linges, moi, qui sont... En fait, les gens jettent leur lave-linge parce que ils ont cassé la porte ou le joint. Et encore une fois, il y a un problème d'accessibilité à la pièce de rechange. Moi, je sais, comme beaucoup de bricoleurs, j'ai des meilleures connaissances, on va dire, que le grand public sur les sites. Et je dois reconnaître qu'il ne faut pas être trop pressé, parce que la plupart du temps, la pièce de rechange, elle est sur AliExpress ou sur Banggood. Et le problème, c'est qu'il y a un mois de délai de livraison. Donc les gens, dans leur vie de tous les jours, ils se font... Bon alors, est-ce que je prends le risque d'acheter une pièce de rechange? Je suis pas sûr d'y arriver parce que j'ai pas confiance en moi, je suis un profane. En plus, il y a un mois d'attente. En plus, c'est les sites chinois, des fois on tombe sur un mauvais vendeur. Il y a des articles où il y a beaucoup d'avis, donc on est en confiance, mais il y a plein d'articles où il n'y a aucun avis. Vous, parfois, vous cherchez la référence précise pour votre article. Vous trouvez qu'un résultat précis, mais il n'y a pas d'avis. Comment on fait? Donc je comprends que les gens renaclent, ils se disent ouais, c'est bon, je vais aller à Darty, je vais m'acheter un autre truc, ouais, c'est cher. Mais bon, voilà, c'est un choix plus sûr. Donc ça, c'était encore un exemple qu'on a un problème d'organisation et pas un problème de ressources. Autre exemple, récemment, j'ai mon store électrique. Vous savez ce que c'est un store électrique, hein? C'est un truc qui monte et qui descend, on appuie sur qui s'enroule sur lui-même en haut là. Ce genre de machin là, il y a aussi un condensateur. Il y a plein de cas où votre volet électrique ne fonctionne plus, juste parce qu'il y a un condensateur qui vaut 8 € qui doit être changé. Mais si vous n'avez pas accès à l'information, et c'est le cas du plus grand public, qu'est-ce que vous allez faire? Allô, le réparateur, on fait venir un gars. Le gars, il vient dans un véhicule, en général un utilitaire, il ne vient pas à vélo. Et qu'est-ce qu'il va faire, le réparateur? En France, 1 heure de manœuvre, c'est minimum 50 € pour vous la faire coûte environ. Hein. Donc, en général, ce qu'il fait, comme démonter précisément, faire un diagnostic, ça prend du temps et que le temps, c'est très très coûteux en France, parce que je vous dis, c'est 50 € de l'heure. Et bien du coup, le client, en général, le technicien, il vient, il change tout le bloc, tout le moteur, tout un ensemble. C'est extrêmement coûteux, mine de rien, hein. Ça chiffre à plusieurs centaines d'euros une réparation que moi-même, quand je l'ai faite, elle m'a coûté 8 €. Donc d'un côté, la voie classique, c'est de faire venir un réparateur avec son utilitaire, machin, qui va changer tout un truc. Et de l'autre côté, faire soi-même, ça vous coûte 8 € et vous changez que le composant, un bête condensateur qui a besoin d'être changé. Est-ce que c'est pas un exemple qu'effectivement nos problèmes écologiques ne viennent pas tellement d'un problème de ressources mais d'organisation? Je pense que si. Donc ça, c'était l'argument 3, c'est les exemples concrets de problèmes d'organisation qui n'ont rien à voir avec la ressource naturelle. Argument numéro 4, c'est une expérience de pensée que je vais appeler l'expérience de pensée du petit affamé. Je vais vous demander d'imaginer en Somalie ou ailleurs, un enfant, un petit orphelin, parce qu'il y en a, ou sur le pourtour du lac Victoria, là, imaginez un enfant qui a du mal à avoir accès à la nourriture, enfin, qui a vraiment des gros problèmes de sous-nutrition, malnutrition, et qui en plus est obligé de se débrouiller tout seul ou avec l'aide d'autres orphelins affamés. Imaginez que demain, une équipe médicale ou même une industrie maîtrise très bien la technologie, qu'elle soit capable de proposer à cet enfant ou à son responsable légal, à son représentant, si tu veux, on va te greffer, je sais pas, sur la tête ou sur une casquette ou sur les bras, dans le dos, on va te brancher un panneau solaire, et du coup tu n'auras plus besoin de manger de la nourriture, puisque nous en tant qu'humains, on mange de la nourriture pour faire rentrer de l'énergie utilisée par nos cellules, en fait, par des biais
indirecte, une machinerie assez complexe, une machinerie lourde. C'est normal, elle n'a pas été conçue par une forme de vie intelligente, elle est le résultat de l'aléatoire sélectionné par l'environnement. Et du coup, imaginez donc différentes industries, entreprises qui proposent ce service. Alors ça sera peut-être un petit peu exigeant, peut-être il y aura un choix à faire. Imaginez qu'on dise, bon ben seulement si on t'installe ce système de panneaux solaires qui va te nourrir, tu n'auras plus besoin du tout de manger, tu n'auras plus besoin que de boire, mais du coup on va t'enlever une grosse partie de ton tube digestif, parce que ça va nous permettre de placer les composants nécessaires au système, et puis parce que peut-être ce ne sera pas compatible. Ou alors vous pouvez même imaginer qu'on se contente de rajouter un panneau solaire, voilà, un panneau solaire, on peut même garder le tube digestif, bon voilà. Donc vous avez ça en tête, hein, cette innovation, cette invention même. Bon, ça pose énormément de problèmes éthiques et moraux qu'on va laisser de côté pour le moment. Maintenant, vous allez imaginer les solutions technologiques, l'effort qu'il faut pour mettre au point des systèmes qui vont vous permettre déjà de comprendre tout le fonctionnement du cerveau, qui est la différence du tube digestif. Hein. Le cerveau, il est dans un os, et c'est une des raisons pour laquelle il est compliqué de l'étudier, parce que c'est pas facile d'accès. Hein, beaucoup moins facile que le tube digestif qui lui n'est pas encrané, enfin qui n'est pas contenu, qui n'est pas enfermé dans l'équivalent d'une boîte crânienne, donc de l'os aussi rigide et aussi hermétique. Imaginez donc toute la technologie qui, outre comprendre le fonctionnement du cerveau, permettrait de sauvegarder votre conscience tous les mois sur des circuits électroniques ou des circuits numériques. Vous feriez des backups tous les mois par exemple. Vous pourriez même arrêter de faire des backups arrivé à 70 ans, par exemple, parce que vous direz, il vaut mieux que j'arrête de faire des backups, puisque de toute façon, mon activité cérébrale commence à décrépir pour différentes régions physiologiques, anatomorphologiques, etc. Je préférerais, quand il va m'arriver quelque chose, renaître avec mon cerveau de quand j'avais 50 ans, par exemple. Bon, alors maintenant que vous avez imaginé ces deux innovations technologiques, laquelle des deux vous paraît la plus simple ? Le panneau solaire sur les orphelins qui sont en train de crever la dalle, ou sauvegarder votre conscience et votre mémoire tous les mois, et en plus la capacité à changer les parties de votre cerveau par des organes complètement synthétiques. Excusez-moi, mais il me semble évident que le premier, on a déjà des panneaux solaires. Alors évidemment, c'est certainement pas si simple que ça, hein, mais on a déjà une partie de la technologie. Il me semble que c'est évident que l'histoire des panneaux solaires sur les orphelins affamés, c'est immensément beaucoup plus facile que l'immortalité. Le dessin, les différentes solutions que j'ai ébauchées à l'arrache, rapide, sur les solutions d'immortalité. Du coup, le temps que, quand on mettra au point cette immortalité, quand on aura mis au point, entre-temps, on aura mis au point des solutions telles que le panneau solaire à la place du tube digestif, ou en complément, parallèlement au tube digestif. On aura quasiment, du coup, peut-être proposer un truc qui pourra permettre d'éradiquer la faim. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple, parce que peut-être qu'on aurait éradiqué la faim depuis longtemps si les gens arrêtaient de faire des enfants sans avoir la certitude de pouvoir leur donner à manger et à boire. Je ne suis pas sûr que le problème de la faim soit un problème technologique en réalité. Mais bon, ça mériterait un autre épisode. Donc du coup, dans un épisode précédent, je vous remets dans la description, j'ai expliqué pourquoi les solutions de l'immortalité était inévitable dans l'histoire de l'humanité. On va y aller. La seule question c'est, est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on l'aura avant que toi qui regardes cette vidéo, tu meurs? Donc est-ce qu'on va te sauver les fesses? Ou ça va apparaître 20 ans après ta mort, ce qui serait quand même vachement ralent, ou 100 ans, ou 200 ans, ou 500 ans. Moi, sachant que c'est inévitable, ça me fait un peu râler quand des gens mégotent et traînent les pieds, et plutôt que de se mobiliser, enculent les mouches en disant « surpopulation, problème écologique ». Mais du coup, comme je te dis, entre-temps, bien avant la mise au point de ces systèmes d'immortalité, il me semble évident qu'on aura mis au point des innovations et des technologies comme le panneau solaire, plus besoin de manger d'aliments. Alors imagine l'économie écologique, l'économie de ressources, puisque là, au lieu de prendre l'énergie dans les aliments qui eux-mêmes la prennent du soleil, de l'énergie solaire, avec toutes les grosses pertes de conversion, parce que c'est des systèmes à mauvais rendement. Hein. En plus, il y a aussi manger de la viande, c'est encore pire, puisque tu manges de la viande, tu manges des animaux qui ont eux-mêmes mangé des végétaux, ou qui ont eux-mêmes mangé d'autres animaux qui mangeaient des végétaux.
avec des pertes de rendement. Là, du coup, on consommerait directement l'énergie solaire avec des rendements qu'on peut améliorer. On pourrait améliorer le rendement de conversion, parce que là, ça serait quelque chose issu de l'ingénierie, donc on ne serait pas obligé de transiger avec les capacités inhérentes à toutes les formes d'ADN qu'on connaît. Voilà, quelle est la capacité de la betterave, quelle est la capacité du maïs, enfin, quel est son rendement propre en tant qu'espèce quand je la mange derrière. Donc ça, c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre, toutes les énormes économies écologiques qu'on va faire, qui font que ces préoccupations, cette image de Madame Dussutour est complètement aux fraises, comme on dit. On est déjà en train, à l'heure actuelle, de mettre au point des cultures de cellules pour manger de la viande, mais qui n'est plus issue de l'élevage. Imaginez si on arrive à mettre ça au point, les économies qu'on va faire. Plus besoin d'élever des trucs dans des pâtures, laboratoire, allez, multiplication cellulaire en laboratoire. Imaginez les économies de ressources et d'argent qu'on va faire, et qu'on pourra mettre dans autre chose du coup. Imaginez le prix de la viande, comment il va se casser la gueule. On va arrêter de payer 14 € pour deux faux filets tout petits là, au boucher. On pourra tous avoir accès à de la viande rouge au prix de la conserve de thon premier prix pêché il y a 2 ans au milieu de l'océan Indien, quoi. Alors ensuite, 5e argument, moi je vous propose de penser différemment, parce que là Madame Dussutour nous fait ah oui, non mais pour des raisons écologiques, c'est peut-être pas une bonne idée, pas souhaitable qu'on devienne immortel. J'ai envie de dire, c'est plutôt, ça se trouve c'est plutôt l'inverse, parce qu'en fait la reproduction humaine, c'est quand même ultra pas ouf. C'est-à-dire chaque fois qu'un individu meurt et qu'il est remplacé par un gamin, ça prend minimum 20 ans pour l'instruire à l'hygiène, à savoir se laver, brosser les dents, faire son lit. Encore, il y en a qui ne savent pas faire leur lit à 20 ans, ni à 30 ans. Il faut leur apprendre à compter, il faut leur apprendre à parler au moins un langage. Alors, pour plusieurs langages, je t'en parle même pas. Les informations là, que je viens de vous partager sur les problèmes réels, sur le dépannage électroménager, j'ai passé 30 ans, donc ça m'a pris énormément de temps avant de comprendre tout ça. À chaque fois qu'un individu meurt, du coup on relance un individu pour 30 ans. On perd énormément de connaissances, des connaissances qui sont très pratiques justement à construire une société durable. Donc moi je réponds à Madame Dussutour, quand on aura mis au point l'immortalité, on trouvera que les gens qui continuaient à se reproduire, c'était vraiment des gros cons, c'était vraiment des gros gueux. Parce qu'à chaque fois, la personne mourait, on devait la reformer à comprendre son système. Donc je dis que la docteure Dussutour, elle n'a pas compris l'argument de la préservation de ressources, il est du côté de l'immortalité. Alors après, elle nous dit, entre parenthèses, elle prend un exemple d'un film, elle nous dit, voilà, c'est l'histoire de 2 êtres individus immortels, et puis elle dit, imaginez si on est immortel, on va faire moins de choses parce qu'on aura peur de mourir, sachant qu'on est immortel. Cette idée que parce qu'on est mortel, on vivrait mieux le danger, on prendrait plus de risques. Mais c'est à mon avis pas très raisonnable d'opposer et de différencier immortalité et invincibilité, parce que par exemple, si je vous dis tous les mois on peut aller faire un backup de votre conscience, une fois qu'on aura cette technologie, backup tous les mois de votre conscience et de votre mémoire avec un humanoïde déjà prêt, quand vous allez mourir, à vous remplacer, si vous le décidez, parce qu'au bout d'un moment, même en remplaçant des organes par des organes complètement synthétiques, déjà ça posera la question de est-ce que vous êtes toujours vous-même, parce que si je remplace votre thyroïde par une thyroïde complètement de synthèse, votre cœur par un cœur de synthèse, est-ce que vous êtes encore humain? Est-ce que ça sera vraiment différent de si je vous chargeais complètement sur un humanoïde? Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que si tu fais un backup tous les mois, tu deviens non seulement immortel, mais invincible, parce que c'est de la sauvegarde de données derrière. Déjà, à l'heure actuelle, même si demain il y a des vents solaires, des rayonnements solaires qu'on n'a jamais observés, ou qu'on pense ne jamais avoir observés, qui soufflent une grande partie de nos serveurs Internet, qui a réussi à attaquer des super entreprises comme Google, Facebook, enfin super au sens avec des super infrastructures et tout un savoir-faire dans la préservation et la copie de données, même si on se prenait ça sur la gueule, effectivement ça coucherait probablement nos sociétés, mais les militaires, ça fait longtemps qu'ils utilisent des caches de Farad, et les compagnies comme YouTube aussi, donc même maintenant, par les caches de Farad géantes, mettre des serveurs dans des caches de Farad géantes en respectant des procédures, il y a moyen de se préserver de même ces accidents-là, de préserver les consciences numérisées, la mémoire numérisée des gens. Donc tu deviens quelque part, en plus d'être immortel, tu deviens invincible. Alors tu seras exposé à des risques de hackage,
à des terroristes religieux. Il faut s'y attendre, hein, parce que je pense que toutes les religions vont qualifier, enfin une certaine partie de toutes les religions vont considérer que les gens qui mettent au point par la technologie et la santé des formes d'immortalité, enfin de sauvegarde de la conscience et de la mémoire, au moins au début, on va nous qualifier de satanistes. Pourquoi ? Bien parce que dans toutes les religions, tu te positionnes, chaque religion, toutes les religions ont en commun de se positionner de la manière suivante: je peux devenir immortel en suppliant Dieu, en me soumettant à Dieu, ou en faisant ce que Dieu attend. C'est le cas chez les musulmans. Les musulmans croient que s'ils respectent telle ou telle règle, ils seront sauvés. Ils seront sauvés par quelque chose qui ne dépend pas d'eux, auquel ils sont soumis. Les chrétiens aussi, le millénium, machin, patin couffin. Les témoins de Jéhovah aussi, hein. Les témoins de Jéhovah, ils insistent bien sur le fait que pas tout le monde sera sauvé, hein. Il faut que tu fasses des choses dans ta vie, sinon tu ne seras pas sauvé. C'est pour ça qu'ils viennent toquer à ta porte d'ailleurs, hein. C'est pour te prévenir. Alors que nous, les gens qui avons compris que c'est précisément parce que le monde paranormal n'existe pas, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de vie après la mort qu'on peut devenir immortel, puisque ça veut dire que tout est tangible, tout est matériel, tout est compréhensible, tout est analysable, et donc tout ne dépend que de nous. Donc nous nous plaçons de l'autre côté par rapport aux gens qui s'en remettent à Dieu. Je ne crois pas en Dieu, je ne me remets pas à Dieu, je m'en remets à mes propres capacités. Et ça, pour les religions, c'est la définition du satanisme. C'est ce que je crois bien. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un grand théologien. Bon, j'écoute des débats. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle, je crois, dans la religion chrétienne, le fils de l'homme, c'est-à-dire Satan. Dans les religions, tous ceux qui pensent avoir accès à l'immortalité en repoussant Dieu, ce sont des sataniques. C'est ça, je crois bien, je ne suis pas un spécialiste encore une fois, mais c'est ça la définition de Satan. Donc, fin de la parenthèse, ça c'était l'argument 5, que je réponds à la docteure Dussutour, Audrey Dussutour, que c'est l'écologie, et précisément dans le sens de la mise au point de l'immortalité, parce qu'il est inacceptable de continuer à remettre au monde des individus qu'il faut mettre 30 ans à leur donner à manger, à les nourrir, pour en revenir au même système, au même point où était déjà l'individu qui est mort. Attention, néanmoins, la miniature et le titre de cette vidéo de YouTube seront peut-être agressives. Vous pourrez peut-être la trouver agressive et provocatrice. Attention, le but de la miniature et du titre, ce n'est pas de refléter ma pensée. Le but de la miniature et du titre, c'est de vous avoir fait cliquer dessus pour que je puisse vous dire ce que j'avais à vous dire. Vous avez remarqué que j'ai été très soft et je n'ai pas été agressif ni particulièrement condescendant. J'insiste bien sur le fait que le titre et la miniature ne reflètent pas du tout mon avis sur la personne de la docteure Audrey Dussutour. D'ailleurs, je ne m'exprime pas sur sa personne, je m'attaque à ce qu'elle a dit, parce que je pense que c'est une idée très 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 répandue. Je pense qu'il y a une partie de notre société qui est traumatisée par un langage qui se dit écologique, mais qui en fait n'est absolument pas écologique, hein, que je qualifierais de terrorisme et d'hystérisme. Mais encore une fois, la docteure Audrey Dussutour, je ne l'ai jamais rencontrée, donc je ne risque pas d'attaquer sa personne. Et si je voulais du mal, il y aurait des moyens bien plus efficaces que de faire une vidéo sur YouTube. D'ailleurs, si je voulais lui faire du mal, je ne ferais pas une vidéo sur YouTube, puisque j'annoncerais publiquement mes intentions de lui nuire. Enfin, quand tu veux faire du mal à personne, vraiment, tu ne crées pas sur tous les toits sur les réseaux sociaux, publiquement. Donc ne vous étonnez pas si ma miniature et mon titre sont un peu agressifs à l'écart de cette personne et du CNRS. C'était juste de l'habillage. Si vous avez trouvé mes arguments intéressants, si ça vous a plu cette vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît. Si vous êtes passionné de science, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous êtes en particulier intéressé par le fait de devenir immortel par la médecine et la technologie, je vous invite à remplir un formulaire dans la description sous la vidéo. Vous mettez un pseudo et votre mail. C'est juste ça ce qui est obligatoire, le mail, un pseudo. Et je vous enverrai que les épisodes par mail sur ce sujet, parce que je fais une série Comment devenir immortel, où je propose des solutions concrètes. Je propose ces emails parce que je parle de plein de choses sur la présente chaîne YouTube. Et si ça vous intéresse que de devenir immortel, ça ne vous intéresse pas les épisodes où je vous explique comment trouver un financement de thèse ou comment rédiger un article scientifique. Et bien sûr, ce système d'abonnement par mail, c'est gratuit. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand, je ne garde pas les adresses email des gens qui se désinscrivent et je revends ces adresses email à personne. C'est simplement une manière de faire connaître et d'essayer de trouver les autres personnes dans la société francophone qui comprennent ce que je dis et qui elles aussi veulent se mobiliser et se battre pour ne pas mourir. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle, un carré.
Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la playlist de tous les épisodes précédents sur la série Comment devenir immortel. Et le petit carré, c'est si vous voulez recevoir par mail les prochains épisodes uniquement sur Comment devenir immortel.